Aujourd'hui, on va parler de l'algo de YouTube et désolé, mais je suis obligé de faire une pause. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, et après cette pause, vous ne verrez plus que ça, mais ce cheveu blanc rebelle qui s'est glissé dans l'intro, moi ça me rend dingue. C'est quelque chose que je n'ai pas vu lors du montage, parce que je bosse en base dev pour gagner en fluidité, mais si je l'avais vu, j'aurais recommencé direct. J'ai donc trois options. Soit je refilme la séquence, ce que je peux pas faire tout de suite, soit je l'efface en post-prod, ce qui va être hyper long. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ma dernière option, c'est de laisser comme ça, et je vous propose de me dire en commentaire ce que vous auriez fait. Aujourd'hui, on va parler de l'algo de YouTube et des bonnes pratiques pour lancer une chaîne. Si vous avez vu mon pilote, vous avez pu découvrir que c'était un projet de chaîne un peu compliqué, avec plein de thématiques, et c'est impossible pour moi de me résigner à faire qu'un seul choix. Ouais, et je viens de voir ton pilote, et en effet, il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Salut. Bah, c'est quoi ce truc? On peut faire ça sur YouTube? T'as le droit de débarquer comme ça sur une chaîne? Si c'est le cas, moi je vais direct chez PH. Est-ce que j'ai le droit? Bah écoute, ça dépend. Si tu m'y invites, j'ai le droit. Et dans ce cas-là, on appelle ça un caméo sur YouTube. Et c'est plutôt cool. Ah bah oui, évidemment, c'est un honneur de t'avoir ici. Je connais bien ton travail parce que je suis ta chaîne depuis très longtemps et je pense que ça vaut le coup que tu te présentes. Ok, avec plaisir. Bah, comme je vois que t'es un membre assidu de la communauté du coin des youtubeurs, effectivement je vais me présenter rapidement. Moi je suis Sylvain Lepoutre et j'ai créé la chaîne du coin des youtubeurs pour aider des créateurs de contenu vidéo à avoir les bonnes pratiques sur YouTube et à bien activer et titiller l'algorithme pour mettre en avant leurs vidéos et que leur chaîne décolle pour partager leur passion avec le plus de gens, tout simplement. Ouais, alors je te l'accorde, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles pour le lancement de ma chaîne. Et ce n'était pas faute de m'être préparé, hein. Je pense que j'ai regardé quasiment toutes tes vidéos avant de me lancer. Allez, générique. Ah non, pas de générique. Tu le fais sur les autres vidéos si t'as envie, mais pas celle-là. Celle dans laquelle j'apparais, je ne veux pas de générique. Ah, même pas un petit bout? Parce qu'en fait, mettre un générique, c'est jamais une bonne idée, parce que les gens qui te connaissent déjà, ils ont déjà vu ton générique 50 fois, et donc s'ils le voient une 51e fois, ils vont se barrer ou le zapper, et les gens qui te connaissent pas, ils n'ont pas encore cette petite habitude, et donc ça les aide pas non plus. Donc on est sur YouTube, on n'est pas à la télé, ou au cinéma, ou quoi que ce soit, donc les génériques, on oublie. Allez, juste le logo. Non. Allez, juste le logo. Bon allez, juste le logo, mais vite fait alors. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez déjà, merci d'être là, c'est toujours aussi cool. Et si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous êtes sur Customizer. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée à la série sur la création d'une chaîne YouTube, avec Sylvain qui nous fait l'honneur de participer, et ça c'est plutôt très cool. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous mets un peu de contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début. Après un long temps de réflexion, fin 2022, la décision est prise, je lance ma chaîne YouTube. Mais avant ça, j'ai voulu me préparer un maximum, et donc la première vidéo, le pilote, a été posté en avril 2023. Entre le moment où je me suis vraiment décidé et que j'ai lancé la chaîne, il s'est passé 4 mois, et j'avais un objectif de faire une vidéo par semaine, en ayant 4 vidéos d'avance pour avoir un mois d'avance. Et pendant cette période, entre la préparation de l'identité, du décor, de toutes ces petites choses, j'ai fait mes tests, j'ai fait mon pilote, j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'avais toute une trame et un programme qui était déjà écrit, et dès le montage de la première vidéo, j'ai tout modifié. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir le pilote et le premier épisode, et ça va vous aider à comprendre. Et donc, cette avance que j'avais prévue, en fait, tout vole en éclats et tout est chamboulé. Mais bon, c'est pas grave, la chaîne est lancée, donc il faut avancer. Un autre truc qui s'est vite imposé, c'est l'écriture de script pour les vidéos. Je me suis dit que sur du DIY, ça pouvait se faire à l'arrache en live, et en fait, pas du tout. C'est pas aussi simple que ça, ne serait-ce qu'en termes de structure de vidéo pour que ça ait du sens et avoir quelque chose d'assez cohérent. Forcément, je lance mon pilote, je partage sur tous mes réseaux, à ma famille, à mes amis. Donc merci à tous pour votre soutien. Très vite, j'ai 60 abonnés, mais on peut voir que ça stagne directement dans la foulée. Alors oui, c'est pas forcément une super idée de partager sa vidéo avec tout son entourage dès la première publication, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est pas forcément ton audience cible, et donc en fait, ils vont s'abonner pour te faire plaisir, ils vont regarder ta première vidéo, et YouTube va se dire « Ah, c'est du bon contenu à leur recommander », ils vont recommander les prochaines, et au fur et à mesure, cette audience, elle va arrêter de regarder, parce que finalement, c'était pas pour eux au départ, et donc YouTube va interpréter ça comme un mauvais signal. Donc moi, je préfère à la limite démarrer tout petit, sans pression, et laisser YouTube trouver une bonne audience pour tes vidéos. Ouais, c'est ce que j'ai bien compris, et depuis, quand je poste une vidéo, je la poste en décalé sur mes réseaux sociaux. On peut voir que sur mon pilote ou sur les autres vidéos, la provenance du public est totalement différente, et je pense que c'est effectivement un point important, c'est totalement contre-intuitif, mais finalement, ça semble assez logique. Ça serait intéressant d'avoir une petite étude là-dessus d'ailleurs. La fréquence et la régularité. Alors il m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'une vidéo par semaine c'était quasiment impossible. Cette chaîne je la fais sur mon temps libre et entre l'écriture, le tournage, le bricolage, forcément une vidéo par semaine c'était un petit peu trop ambitieux.
Alors pour l'instant je fais au mieux, j'essaye de poster le plus régulièrement possible, environ toutes les 2 semaines, mais à terme, si la chaîne grandit, j'aimerais bien poster à date fixe pour avoir un petit rendez-vous avec vous. Alors qui sait, hein, peut-être que la chaîne aura un tel succès que je ferai plus que ça après, mais en tout cas pour l'instant, l'exercice est plutôt assez passionnant. Et d'ailleurs Sylvain, toi qui connais bien le sujet, j'ai souvent vu que la régularité était quelque chose de très apprécié par l'algorithme de YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, la régularité c'est important, mais pas pour la raison qu'on imagine. C'est-à-dire que l'algo ou YouTube ne va pas regarder si tu publies une fois par semaine à la même heure et te récompenser pour ça. Pas du tout. Par contre, là où c'est super important, en particulier quand on démarre une chaîne YouTube, c'est que plus on va être régulier, plus on va apprendre vite. Parce qu'en fait, quand on est régulier, on se dit on n'a pas le choix, j'ai une vidéo à sortir cette semaine, je me suis engagé auprès de ma communauté, je la sors coûte que coûte, des fois on va être dans l'urgence, des fois on va pouvoir le faire plus avec de la préparation, et l'air de rien, en s'imposant un peu cette discipline, on va apprendre plus vite. Donc ça va nous aider à faire des meilleures vidéos, et c'est pour ça qu'après, à la fin, les vidéos marchent mieux. C'est pas parce qu'on va poster régulièrement, c'est parce qu'on a plus vite progressé. Maintenant arrive souvent un moment, beaucoup plus tard, ça peut être une bonne idée de casser cette régularité, parce que on veut monter un petit peu en qualité de contenu, et du coup, en général, comme on s'est engagé par exemple à une vidéo par semaine, on n'arrive plus à tenir, ou on fait des vidéos un peu brouillonnes. Et la fréquence, il n'y a pas de fréquence magique, je pense que ça dépend plutôt de la durée de tes vidéos. Si tu fais des vidéos d'une demi-heure, une par mois, ou 2 par mois, c'est très très bien. Si tu fais des vidéos de 4 minutes 30, vaut mieux en poster 1 ou 2 par semaine au minimum, pour que ça nourrisse un petit peu ta communauté. L'organisation et la productivité. Pour mes vidéos, j'utilise 3 à 4 caméras, même parfois mon téléphone. Un des gros avantages, c'est que ça me donne plusieurs points de vue, ce qui est plutôt sympa pour les vidéos, et que si une caméra tombe en rade, au moins j'ai un backup. Le gros inconvénient, c'est que forcément, à dérocher, c'est l'enfer, et je me retrouve assez vite avec des gigas de données, et à stocker, c'est un peu compliqué. À côté de ça, pour l'écriture de mes scripts, j'utilise Google Doc. Le gros avantage, c'est que c'est accessible à n'importe quel moment sur n'importe quel appareil, ce qui fait que je peux retoucher mes scripts le matin dans le train en allant au boulot, et ça c'est quand même assez pratique. Pour tout ce qui est fichiers et dossiers, j'essaie d'avoir une structure assez régulière et surtout une nomenclature identique dans chaque dossier, ce qui permet de m'y retrouver plus facilement. Dans quasiment tous mes dossiers, j'ai un dossier AFX pour mon fichier After Effects, un dossier SFX pour tout ce qui est effet sonore, un dossier VFX pour tout ce qui est effet vidéo, j'ai un dossier pour les caméras, celle-là c'est la cam 1, celle-là c'est la cam 2, et je les nomme toujours de la même façon. Donc je sais que dans mon dossier cam 2, c'est tout ce qui est face cam, et parfois j'ai des dossiers en plus pour DJI et pour iPhone. Et comme mes projets sont parfois sur plusieurs semaines et qu'il y a des vidéos qui se croisent, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vide les cartes mémoire, je les vide dans les bons dossiers, et ça permet de s'y retrouver plus facilement. Un autre truc que j'utilise, que j'ai découvert grâce au coin des youtubeurs, comme quoi, c'est TubBuddy. Je vous m'en fiche, cette super vidéo que Sylvain a fait sur la productivité, vous allez voir, c'est hyper intéressant. En tant que créateur de contenu sur YouTube, TubBuddy, c'est totalement indispensable. Autant YouTube Studio est hyper complet en termes de statistiques et d'infos, autant TubBuddy permet d'avoir des infos complémentaires et pas seulement sur ses vidéos, et ça c'est hyper intéressant. Alors pour ma part, j'utilise TubBuddy en version gratuite, je n'ai pas encore fait l'upgrade en version pro, peut-être que Sylvain t'as un avis là-dessus? Ouais, TubBuddy c'est un bon outil, c'est intéressant parce que ça donne des stats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Maintenant, attention, il y a des choses qui ne sont plus du tout valides sur TubBuddy, par exemple le rapport au tag, le score de recherche, etc. Tout ça, on peut un petit peu oublier. Et effectivement, l'upgrade peut être intéressant quand on commence à avoir beaucoup de vidéos et qu'on doit gérer, par exemple, un truc que j'adore quand on va dans les offres payantes de TubBuddy, c'est la possibilité de remplacer des liens ou remplacer toute une partie de texte à la volée sur toutes nos vidéos. Donc si par exemple tu as 500 vidéos sur ta chaîne YouTube et que tu veux changer un passage de la description ou un lien vers un réseau social, et ben tu rentres le truc et il te le fait automatiquement et il t'a fait économiser 12 heures bien lourdes. Donc dans ce cas-là, ça commence à être rentable. Après, il y a des fonctionnalités d'A/B testing aussi, de titres et miniatures qui sont intéressants. Enfin voilà, il y a d'autres analytics qui sont chouettes. Mais pour la plupart des youtubeurs qui démarrent, je ne conseille pas de démarrer, de payer un abonnement TubBuddy, parce qu'au début c'est pas le plus important c'est de se concentrer sur ses vidéos, et les stats dans les analytics, on a déjà largement de quoi faire. Analytics et stats. Forcément, en tant que créateur de contenu sur YouTube, on observe les statistiques de ses vidéos et on devient vite accro. Tout est fait sur YouTube pour vous donner envie de continuer à faire des vidéos et surtout d'en produire encore plus. On sait très bien que l'algorithme de YouTube contrôle très finement ce qui se passe côté utilisateur, mais je me dis que l'algorithme contrôle aussi côté YouTubeur. Je me dis que la fréquence auquel on regarde nos statistiques, si on change souvent sa vignette, si on change ses textes et ses titres, toutes ces infos, c'est le genre de truc que YouTube peut analyser. Mais je me fais peut-être des films? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors je t'avoue que je m'étais jamais posé la question de si YouTube regardait le comportement des créateurs vis-à-vis de leurs analytics. Honnêtement, je pense pas, parce qu'en fait tout ce qui compte pour YouTube, c'est le comportement des viewers. Et je suis pas sûr que le fait qu'un créateur aille souvent dans ses analytics, etc.,
modifie le comportement des viewers de sa chaîne YouTube, donc je vois vraiment pas trop pourquoi ils observeraient ça. Par contre, ils observent ça statistiquement pour voir comment ils peuvent améliorer le back-office et comment ils peuvent améliorer l'expérience des créateurs. Ça, c'est certain. Il y a même des petits boutons pour faire du feedback. Ils ont des listes de créateurs qui se proposent de participer à des bêtas. Moi, je suis dans plusieurs listes, donc j'ai régulièrement accès à des nouvelles fonctionnalités pour les tester, faire des feedbacks, etc. Donc, ils ont tous ces programmes-là pour être sûr de faire les meilleurs outils possibles pour les créateurs. Mais de là à dire qu'ils ont automatisé l'observation du comportement des créateurs dans YouTube Studio, je pense pas. Pour ma part, ma première vidéo qui a cartonné, c'est ma vidéo Ikea Hack que je vous mets dans les fiches. Alors à mon échelle, c'est une vidéo qui a très bien marché puisqu'elle fait plus de 10 000 vues. Et en quelques jours, je suis passé d'une centaine d'abonnés à plus de 500 abonnés. Mais une fois le pic passé, la vidéo a repris un rythme normal et je vous avoue que c'est assez frustrant. On espère évidemment que la vidéo suivante va faire la même chose, mais ça se passe pas toujours comme ça. Et c'est pas forcément lié à l'énergie ou à la qualité qu'on peut mettre dans les vidéos. Le succès d'une vidéo est assez difficile à comprendre. Hormis la thématique, Ikea c'est quand même plutôt connu, qui peut intéresser beaucoup plus de monde, c'est assez difficile de savoir ce qui a fait que cette vidéo a vraiment cartonné. Alors un petit truc que j'ai remarqué, c'est que ma vidéo a été fortement boostée en recommandation par Polygon, une vidéo qu'il a lancée quelques jours après. Je vous mets sa vidéo en fiche, vous allez voir d'ailleurs, sa vidéo est très cool. Donc ce qui représente à peu près 250 vues, ce qui est pas si mal. Donc forcément, je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je fasse d'autres vidéos Ikea Hack pour espérer avoir le même succès, ou que je suive mon petit bonhomme de chemin et que je continue sur ma lancée. Ouais, c'est assez cool en fait que tu sois confronté à ce type de questions aussitôt dans ta chaîne YouTube, d'avoir une vidéo qui marche très bien par rapport aux autres. Et c'est un vrai dilemme, c'est pas facile parce que on a envie évidemment d'aller un petit peu dans le sens de l'audience. Donc ce qui est super intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui a fonctionné dans cette vidéo-là. Et c'est pas forcément que le sujet. Parfois le sujet, oui, joue un rôle important, mais parfois c'est l'angle, la façon dont tu l'as amené, ou ton opinion sur ce sujet-là. Et en fait, souvent, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je peux réutiliser un petit peu ce qui a fonctionné sur cette vidéo pour l'adapter à mes autres sujets. Et c'est là où il y a toute une gymnastique un petit peu mentale qui est un petit peu complexe, mais c'est super intéressant et super passionnant de voir comment on peut reproduire un petit peu ce qui s'est passé là. La métrique la plus importante au début d'une chaîne YouTube, elle n'est pas dans les analytics, parce que la métrique la plus importante, c'est ta motivation. Et donc si tu te dis que refaire des vidéos Ikea Hacks, d'en faire 3, 4, 5, bah à terme ça va bousiller ta motivation, ne le fais pas. Parce que si c'est pour que tu arrêtes ta chaîne dans 3 mois, c'est pas la peine. Si au contraire tu te dis bah non, parce que du coup ça va générer de l'engouement, il y a plein de gens qui vont venir et ça va me relancer ma motivation, ok, pourquoi pas, mais sache qu'effectivement après tu vas avoir une audience qui va être là pour ces contenus-là et qui sera peut-être pas très à l'écoute des nouveaux contenus que tu proposeras. Dans tous les cas, et c'est un autre risque pour les créateurs de contenu, c'est celui de s'habituer à la dopamine. C'est-à-dire que là, tu as eu des gros hits de dopamine en ayant cette vidéo qui décolle. Et du coup, c'est devenu ta nouvelle norme en fait. Et souvent, c'est ça le danger. C'est de se dire, bah, j'ai mes vidéos qui font, je sais pas, 300 vues par vidéo. J'en ai une qui fait 12 000. Et de se dire, maintenant, mon palier, c'est 12 000. Non. La 12 000, c'est l'exception entre guillemets. Ton niveau de base, c'est toujours 300. Et ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que cette vidéo qui a fait 12 000 me permet d'augmenter mon niveau de base de 300 à 500, 600, 700 par vidéo et de se satisfaire quand ta prochaine vidéo fait 600 ou 700 parce que c'est ces gens-là qui sont importants. C'est ceux qui vont être là sur chacune des nouvelles vidéos que tu publies. C'est pas ceux qui sont passés rapidement sur une vidéo qui est devenue virale et que tu reverras jamais. Le titre, la description et les vignettes. Un des sujets où je n'ai pas encore trouvé la méthode et le système pour être super efficace là-dessus, c'est la création des titres et des vignettes. À chaque fois, je galère. Et le problème, c'est pas la technique, puisque je suis plutôt calé en Photoshop, mais c'est plus en termes d'aspect, de sens et de différenciation par rapport aux autres vidéos YouTube. Forcément, comme c'est le point d'entrée d'une vidéo, si c'est raté, la vidéo ne marchera pas. Et comme mes thématiques sont très différentes entre la création de la chaîne YouTube, les choses de jardin, le bricolage, la custom culture ou la geek culture, mes vignettes apparaissent dans plein de flux différents. J'ai décidé depuis un petit moment d'uniformiser toutes mes vignettes, histoire qu'elles soient reconnaissables, mais c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. D'ailleurs, Sylvain a fait une super vidéo là-dessus, je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. Et pour le titre et la description, je prends l'intro de mon script et je rajoute des tags. Alors les tags, tu peux arrêter tout de suite, ça je te le dis. Nous on n'en met plus jamais, ni sur nos vidéos, ni sur celles de nos clients, ça n'empêche absolument pas les vidéos de décoller. YouTube eux-mêmes le disent, ça fait en gros depuis 2015 je crois, que YouTube a arrêté d'être sur un système de mots-clés
Et YouTube est passé à un système où il observe plutôt le comportement des viewers et va voir en gros, tiens, si tel viewer se comporte comme ça, tel viewer aime ce type de contenu, on va le proposer à d'autres gens qui aiment le même type de contenu habituellement, et donc ça va se faire un petit peu comme ça, la diffusion des vidéos, et pas du tout sur, ah bah en fait cette personne regarde une vidéo avec ce mot-clé, on va lui proposer cette autre vidéo qui parle du même mot-clé, parce qu'en fait les mots-clés, les tags, etc., ou les mots-clés en description, c'est une donnée qui n'est pas fiable, parce qu'elle est remplie par des humains qui sont les créateurs de contenu. Et toi, peut-être que tu les remplis bien, mais dis-toi bien qu'il y a plein de gens qui essaient de biaiser le jeu en rentrant des tags qui n'ont rien à voir avec leur vidéo. Donc en fait, c'est un moyen très très facile pour des gens qui veulent gruger d'essayer de hacker le système. Et donc YouTube a très rapidement arrêté de leur donner de l'importance quand YouTube a trouvé d'autres moyens de faire des recommandations plus fiables. Ouais, t'as tout à fait raison, ça fait déjà en plus un truc en moins à gérer, c'est très bien. Je teste d'ailleurs plusieurs versions de vignettes pour voir un petit peu ce qui marche ou pas, et donc j'ai retravaillé l'identité de mes vignettes pour qu'elles me soient propres, avec ce petit fond en noir et blanc et une petite touche de couleur sur le focus. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que quand on arrive sur ma chaîne, il y a une certaine cohérence. Ouais, c'est une super bonne pratique de tester plusieurs miniatures et d'observer les statistiques et de voir si ça augmente le taux de clic, si ça permet de garder aussi la même durée moyenne de visionnage. Et YouTube est en train de travailler justement à proposer un système intégré à YouTube pour tester plusieurs miniatures en même temps. Donc ça, c'est une très bonne pratique. Sur la question de l'identité de chaîne, attention de ne pas y aller trop vite. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont tendance à trop vite se dire « ça c'est mon template, mes couleurs, je veux que toutes mes vidéos soient reconnaissables, etc. » Là, tu es encore dans une phase où tu dois te faire découvrir. Et donc ton but, avec n'importe quelle miniature, n'importe quel titre, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui ne te connaisse pas ait envie de découvrir ton contenu. Et donc dans ce cas-là, avoir un template, c'est risqué parce qu'en fait, tu te prives d'expérimenter plein de nouvelles choses sur tes miniatures. Et donc voilà, le risque souvent c'est d'avoir un petit template, de s'enfermer dans son petit truc et que finalement, oui, ton cœur d'audience reconnaisse bien que c'est une vidéo de toi, mais au final, les autres personnes n'aient pas du tout envie de cliquer dessus. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des thématiques que tu abordes dans tes vidéos, parce que je suis assez curieux de voir comment tu vas mixer tout ça. Et sinon, au passage, tes vidéos sont super propres. Et ça, c'est vachement rare chez les nouveaux créateurs. Peut-être tu peux expliquer comment tu t'y prends, du coup, pour faire des vidéos aussi bien léchées? Alors, un des soucis quand j'ai lancé ma chaîne, c'est que forcément je regardais déjà plein de chaînes YouTube et plein de types de chaînes différentes. Et donc dans toutes ces chaînes, il y en a certaines qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. J'avais envie de faire aussi bien que ce qu'ils font, avec forcément ma petite touche, et adapté à mes besoins. Donc le facecam comme maintenant, avec le décor, c'est quelque chose qui me paraissait essentiel pour pouvoir dialoguer avec vous directement. Je pensais que cette partie serait assez facile, et finalement c'est peut-être pour moi la partie la plus complexe. Quand vous voyez la vidéo, elle est hyper cut, mais je coupe toutes les respirations, je coupe tous les foirages, et il y a certaines prises que je peux faire, 4, 5, voire... Il y a certaines prises que je peux faire 4, 5, genre celle-là, et il y a certaines prises que je peux refaire 4, 5, là j'en suis à quoi? Prises que je peux faire... Et il y a certaines prises que je peux refaire 4 ou 5 fois. Et même mes intros ou outros, qui sont toujours les mêmes, je les refais plein de fois. Les live cam, comme je fais du bricolage et comme je le disais au début, je mets plusieurs caméras en route, ce qui me permet d'avoir plusieurs points de vue. Forcément, comme je bricole et que je peux passer devant, je peux cacher les choses et c'est pas très intéressant. Le problème que ça pose, c'est que forcément, comme il y a plusieurs caméras, on n'est pas en train de toutes les surveiller. Entre les problèmes de focus, les batteries qui s'arrêtent, ou juste la caméra qui regarde pas au bon endroit, je me retrouve avec des tonnes de rush, assez dur de faire le tri là-dedans. Et souvent, on peut y croiser Marty. Le live cam, je le fais en voix off, ça me permet de le faire après le dérochage et le premier montage. Ça me permet d'expliquer ce qui se passe, ou de rajouter des informations complémentaires que j'aurais oublié de filmer. Alors j'aimerais bien le faire en mode vlog, histoire d'avoir l'image et le son en direct, mais pour moi, c'est quasiment impossible. Et de faire comme ça me permet aussi de me concentrer sur ce que je fais, je pose la caméra et je peux bosser. Et au final, je trouve que ça marche pas trop mal, et jusqu'à présent, personne s'est plaint. Alors ça va peut-être venir, je n'ai que 600 abonnés, mais pour l'instant ça le fait. Les reportages et les interviews, donc ça c'est des vidéos que j'ai pas encore postées, mais ça viendra, elles sont pas encore montées. À la limite, la vidéo de la Suède que je vous mets en fiche peut s'apparenter à un reportage. C'est des vidéos qui me tiennent à cœur et qui parlent de projets de copains, et qui sont bien dans mon univers, et ça me ferait très plaisir de vous les partager, et on verra ce que vous en pensez. Et donc pour les thématiques, pour ceux qui n'ont pas vu le pilote, et Sylvain, je sais que tu vas me dire qu'il va falloir faire des choix, le DIY et le bricolage, les Ikea hacks, parce que ça j'en fais plein, la restauration d'objets, ça j'en ai pas encore publié, le digital et la vidéo, puisque c'est un truc qui me passionne, les effets spéciaux et la 3D, les intelligences artificielles et les nouvelles technologies, le skateboard, le tatouage et les arts en général, les véhicules électriques et le rétrofit, que ce soit auto ou moto, la geek culture, le jeu vidéo, et la custom culture et le vintage. Ah ouais, ça en fait un paquet quand même des thématiques là. Du coup, comment tu penses t'y prendre? Parce que tu as bien conscience que c'est énormément de thématiques et ça va être difficile de trouver une audience qui est intéressée par
tous ces sujets en même temps. Donc est-ce que l'idée c'est je balance toutes mes thématiques en même temps et ensuite je vois ce qui marche le mieux et je vais dans cette direction-là. Donc quelque part tu vas écrémer et enlever certaines thématiques. Ou est-ce qu'au contraire tu te dis je vais apprendre en faisant, je fais plein de vidéos et au bout d'un moment je trouverai peut-être le lien commun entre tout ça, le lien qui fait que n'importe quelle personne pourra être intéressée par toutes ces thématiques parce qu'il y a cet élément-là qui est le centre d'intérêt de la chaîne YouTube. Quelle stratégie tu es en train d'essayer de mettre en place, s'il y en a une? Alors le lion de tout ça, c'est un peu moi et mon univers. Alors c'est tous les trucs qui me passionnent, il y a déjà pas mal d'éléments dans mon décor, il y a forcément des thématiques qui auront moins de place que d'autres. Par exemple, cette série sur la création de la chaîne YouTube, même si elle fait partie du digital et de la vidéo, c'est forcément une thématique qui va évoluer dans le temps. Ça, parler de sujets qui te touchent et qui te passionnent, c'est essentiel pour ta motivation, donc garde. Et au-delà des thématiques, une autre chose qui me tient à cœur, c'est la partie scientifique et la vulgarisation. C'est vraiment quelque chose que je veux apporter dans mes vidéos, parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. Que ce soit des chaînes comme YPensée, Superama ou le Point Genius, le fait d'apporter une dimension scientifique à son propos, je trouve ça vraiment intéressant. Et par exemple, sur ma chaîne, je suis en train de travailler sur une vidéo pour expliquer les interactions entre les différents matériaux lors du bricolage. Et je me dis que le plus important, ce n'est pas forcément les thématiques, mais plus pour ce que mes vidéos apportent en termes de pédagogie ou de divertissement, parce que mes vidéos sont hyper drôles. Et finalement, comme ça, la thématique devient un peu secondaire. La légitimité et la passion. Une des choses que j'ai tout de suite voulu mettre en place en créant la chaîne, c'est d'essayer de faire quelque chose le plus authentique possible. Que ce soit pour mes proches, mes amis qui regarderaient les vidéos, ou même des gens qui me connaissent un peu moins, s'ils arrivent sur ma chaîne et qui découvrent un personnage totalement décalé, ça serait quand même super bizarre, et franchement je suis un piètre acteur. Alors, un gros avantage de faire ça, comme c'est assez authentique, j'ai pas trop de choses à mettre en place, et donc je n'ai pas besoin de rentrer dans un rôle. Un autre point aussi, c'est que j'essaye d'être très honnête et de prévenir du fait que je suis pas un professionnel, même si parfois ça peut m'arriver d'oublier de le préciser. Et ce que je montre, c'est ma façon de faire et ce n'est pas forcément dans les règles de l'art. Donc j'essaye autant que possible de prévenir quand il y a des risques, par exemple de perdre sa garantie ou que ça implique sa responsabilité civile. Un autre point, c'est que jusqu'à présent, toutes les thématiques que j'aborde correspondent à des choses soit qui me passionnent, soit qui me touchent directement. D'ailleurs, je vous mets en fiche la vidéo sur l'univers de la chaîne. Ça me semble essentiel parce que si je fais des choses qui me correspondent pas, je vais vite me lasser et je vais pas me faire plaisir. Et ça, c'est évident que ça transparaît dans les vidéos. Mais fais gaffe quand même parce que le naturel, il vient aussi de la forme, pas forcément que du fond. Et finalement, quand tu es dans un setup aussi propre, aussi bien construit que ça, où toi tu es un peu en mode présentateur, finalement on va perdre un petit peu ce côté naturel que tu peux avoir quand tu es sur un canapé avec des potes par exemple. Même si tu arrives déjà à glisser des petites touches d'humour, et quand tu mets des petites touches d'humour comme ça, c'est là qu'on arrive un petit peu à glisser dans ton cerveau et à se dire ok, je commence à comprendre un petit peu le côté hyper sympathique d'Eddie. Ouais, t'as tout à fait raison, et je pense que l'équilibre est pas si évident que ça. Mais c'est là où à terme, des petites intégrations de passages plus en improvisation ou de type vlog pourront amener pas mal de naturel. Donc moi je te conseille de garder ce côté scripté, bien présenté, etc. Parce que ça c'est en termes de qualité de contenu, de rétention de vidéo, ça va être excellent. Mais de commencer à glisser de temps en temps ici ou là des petits passages où c'est un petit peu plus naturel pour qu'on puisse justement avoir ce point de vue là. Ou alors d'autres créateurs ce qu'ils font c'est qu'ils vont avoir cette partie totalement naturelle dans des lives Twitch, voilà, sur d'autres formats sur leur chaîne YouTube où on peut les voir vraiment plus comme ils sont dans la vie de tous les jours. La qualité audio et vidéo. Alors vous le savez, dès le départ, je me suis fixé des objectifs de qualité audio et vidéo, donc le micro qui est dans la casquette, et des éclairages un petit peu partout autour de moi. Et avant d'en arriver là, j'ai fait pas mal de tests. Et finalement, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le son. Que ça soit les bruits ambiants, une voiture qui passe dans la rue, ou Marty qui aboie, mon lieu de tournage, qui est ici mon garage, forcément il y a du bazar partout, le son résonne pas de la même façon. Et sur mes vidéos qui sont tournées et montées sur plusieurs jours, avoir un son constant entre le facecam et la voix off, même si je me mets au même endroit pour faire la voix off, c'est très difficile d'avoir les mêmes intonations si on s'adresse à la caméra ou si on est en train de lire un texte. Et forcément, c'est aussi lié à sa forme et à sa motivation. Vous l'avez compris, j'essaye de me mettre dans les mêmes conditions pour la voix off que pour la facecam, et de temps en temps, on arrive quand même à déceler la différence. Bon, attention, c'est déjà extrêmement bon toute la qualité technique de tes vidéos. Et j'espère aussi que c'est pratique comme setup, parce qu'un bon setup, il est à la fois qualitatif, mais idéalement, il faut que ce soit méga simple à mettre en place. Parce qu'en fait, au début, tu es dans la motivation, là, tu es dans le côté « trop bien, je crée des vidéos, il y a des gens qui suivent la chaîne et tout, c'est génial ». Arrivera forcément une phase où tu vas commencer à être un petit peu moins motivé, ou en tout cas, ça va être plus dur de t'y mettre. Et là, il faut que la partie technique roule toute seule.
Donc tu verras que c'est beaucoup plus simple si tu as juste à te poser un endroit où tout est déjà installé, tu appuies sur un bouton, tout s'allume, il n'y a plus qu'à enregistrer. Et ça c'est 1000 fois plus simple qu'un setup par exemple où tu dois tout ranger après, tout réinstaller, retrouver les bons emplacements des lumières, les bons réglages, re-régler ta caméra, tester ton micro, vérifier que tu as bien des batteries partout, etc. Tous ces éléments-là qui sont compliqués dans ta tête, à chaque fois, ce sera une raison de plus de ne pas tourner ta vidéo, et donc ça va te faire repousser un petit peu les tournages. Et en plus de ça, c'est des potentielles situations d'erreur où tu vas te retrouver à tourner des vidéos et où zut, la batterie m'a lâché, ou bien zut, le son n'a pas été enregistré, et ça, ce serait désastreux. Alors oui, effectivement, j'ai fait en sorte de me faire un setup qui est assez permanent et qui ne bouge pas trop, c'est-à-dire que toutes mes lumières sont fixes. C'est quelque chose dont j'avais conscience dès le départ. Alors c'est perfectible parce que j'aimerais bien avoir un bouton qui allume tout d'un coup et hop, c'est prêt. C'est pas le cas encore aujourd'hui, j'ai encore des batteries à mettre sur les lampes. Alors je vous montre tout ça prochainement dans une vidéo sur le setup, mais je vais vous montrer tout de suite toutes les lumières que je mets en route pour les vidéos. J'ai 3 petites télécommandes pour les lights autour. J'ai un interrupteur ici. Vision, évolution et avenir. Je ne sais pas du tout ce que va donner l'avenir de la chaîne. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Alors j'aimerais bien évidemment avoir suffisamment d'audience pour avoir des partenariats qui me permettraient de faire des vidéos encore plus quali et des projets encore plus conséquents. Je suis à la recherche d'un appart ou d'une maison pour faire une rénovation un peu comme notre maison de A à Z. Et ça serait une très bonne base pour faire des vidéos. Et ensuite, j'en parle dans le pilote, j'aimerais me lancer dans la restauration d'une 2 chevaux et de la transformer en hot rod électrique. Et si la chaîne me permet de soutenir ce genre de projet, c'est hyper cool. Trop bien, j'ai hâte de voir tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci à Sylvain pour sa participation. Merci beaucoup Eddy pour l'invitation. Je vous invite fortement à aller découvrir sa chaîne, même si vous n'êtes pas youtubeur, il y a des choses très intéressantes à apprendre. Je vous mets les liens en description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez la cloche, laissez un petit commentaire et un like, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt sur Customizer.